Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo, on est ravis de vous accueillir. Dans cette vidéo, on va parler d'un game changer, comment sécuriser les données les plus sensibles tout en se libérant de la gestion des clés. Je suis Philippe Fischer, en charge du business développement et du produit chez VeriCloud, et je serai accompagné de Patricia Groff, notre cloud expert, et Clément Lebrun, quantum développeur et tech lead sur la solution Casemat. Alors vous allez voir, cette vidéo, ça ne va pas être une présentation marketing. L'objectif, c'est de vous montrer un déploiement Docker fait en conditions réelles, exactement comme on le ferait dans l'existant. Et si par la suite, vous avez des questions à nous poser, on sera ravis d'y répondre. N'hésitez pas à nous contacter. Alors, si on veut résumer en quelques mots l'approche que nous allons maintenant explorer, il y a trois idées fortes vers cette approche. La première, pas de refonte de l'existant. La solution va bien s'intégrer dans l'architecture existante de manière transparente, sans avoir à modifier la stack actuelle. Ensuite, une architecture basée sur la fragmentation et de la redondance par design, où aucun élément isolé, aucun fragment cryptographique n'a de valeur ni ne peut être exploité seul. Et enfin, une sécurité qui ne repose dorénavant plus sur la difficulté à casser un algorithme ou à cacher un secret tel que la clé, mais sur des propriétés mathématiques réputées à information théorique et donc qui ne dépendent plus de la puissance de calcul qui est disponible aujourd'hui comme celle qui sera disponible demain. Et avant de voir concrètement comment ça fonctionne, regardons pourquoi le modèle actuel pose un problème. Alors avant d'aller plus loin, regardons la réalité de ce modèle actuel et les constats qui nous reviennent systématiquement depuis le terrain. Tout d'abord, on note une explosion de la complexité opérationnelle de la sécurité. Les équipes opérationnelles ont de plus en plus de clés, de plus en plus de secrets, de certificats, de rotation et d'audits à effectuer. La sécurité devient une mécanique permanente à maintenir et représente une charge continue pour les équipes. Ensuite, on note une dépendance croissante à des briques qui sont devenues critiques, les KMS, HSM, IAM. Ces composants structurent désormais l'architecture, ils sont indispensables, mais ils concentrent aussi de la complexité, énormément de contraintes et même parfois du risque. Et enfin, tout cela contribue à créer ce qu'on appelle une dette cryptographique. Chaque choix qui est fait aujourd'hui, en termes d'algorithme, en termes de taille de clé, de schéma de protection, devient un engagement à maintenir pour les 10, 15 ou 20 prochaines années. Et on se rend compte que finalement, la sécurité ne va plus dépendre seulement de la protection des données, mais va dépendre de la capacité des organisations à maintenir cette cryptographie dans le temps avec les risques que cela peut représenter. Et souvent, les CTO nous disent la même chose. Ils passent désormais plus de temps à gérer des clés qu'à réellement sécuriser les données. Et ce que je dis, c'est pas du tout théorique. C'est ce qu'on observe régulièrement sur le terrain, dans un environnement réel. Et c'est exactement ce qui nous a amené à repenser la manière dont on sécurise les données. À ce stade, prenons un peu de recul. On a vu que la sécurité par les clés devient complexe, coûteuse, difficile à maintenir dans le temps. Alors la question n'est peut-être pas comment mieux chiffrer, mais plutôt avons-nous encore besoin de clés? Dans les architectures classiques, la clé est le point central. Elle doit être générée, stockée, protégée, tournée, auditée. Et c'est aussi très souvent la principale surface d'attaque. Ici, l'approche est différente. En supprimant la clé, on va supprimer ce point central, mais on va également supprimer toute la mécanique qui va avec. Plus de KMS, on va s'affranchir des HSM, plus de rotation à effectuer. La sécurité repose sur des propriétés mathématiques, dites informations théoriques, et elle ne s'érode pas avec la puissance de calcul disponible. Concrètement, les données sont fragmentées avec un seuil de reconstruction. Tant que ce seuil n'est pas atteint, aucun fragment n'a de valeur et ne peut être exploité seul. C'est donc pas un chiffrement plus fort, c'est un changement de modèle. Et un changement de modèle, c'est intéressant en théorie. Et finalement, la vraie question qui nous intéresse aujourd'hui, à quoi cela ressemble concrètement dans une architecture réelle? On passe maintenant à la démo technique et je laisse la main à Clément et Patricia.
Merci Philippe. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Clément Lebrun, tech lead de la solution Casemat et je vais faire une rapide présentation de ce qu'est Casemat avant d'en voir le déploiement et l'utilisation. Alors pour ça, je vais partager une image pour avoir une vision claire de ce qu'est Casemat. Voilà. Donc contrairement à une solution de stockage classique où le fichier est envoyé directement sur un nœud de stockage sur le cloud ou autre part, ici, Casemat, le fichier est d'abord envoyé sur un premier serveur qu'on appelle le proxy, qui va venir fragmenter le fichier pour que ces fragments, ces chars, soient stockés sur différents nœuds de stockage. Donc on voit bien que la solution, c'est un stockage distribué. Et puis ensuite, pour reconstruire le fichier, alors le proxy récupère une partie de ces fragments et via des algorithmes dont on pourra parler tout à l'heure lors de la présentation, reconstruit le fichier et le donne à l'utilisateur. Ici, soit via le navigateur, soit directement en utilisant l'API. C'est ces fameux algorithmes de fragmentation et de reconstruction qui permettent de ne pas avoir besoin de clés pour avoir ce stockage qui nous donne pour autant des propriétés de sécurité dont on parlera tout à l'heure dans la démonstration. Cette illustration est issue de notre documentation publique accessible à casemat.verycloud.fr. Donc n'hésitez pas à aller voir pour plus d'informations. Et je passe la main à Patricia pour la démonstration du déploiement. Merci. Aujourd'hui, nous allons déployer Casemate sur Dockerson en utilisant Ansible pour automatiser le processus. Cette démonstration couvrira deux aspects principaux, la présentation de l'architecture et le déploiement pratique à partir de dépôt Git. Pour suivre cette démonstration, Ansible doit être installé et configuré sur notre machine. Les endpoints, comme l'interface utilisateur et l'API Casemate, seront attribués sur une machine dédiée pour servir les requêtes. Alors, parlons de l'architecture. Notre architecture repose sur les éléments suivants. On a un Swarm Manager, c'est un nœud central qui gère l'ensemble de clusters. Il héberge une base de données et une proxy qui répartit les données entre les serveurs de stockage. On a 5 Swarm Workers. Chaque worker exécute des services distincts. 3 stockages sécurisés. C'est le service dédié au stockage des données fragmentées. On a une interface web et on a Keycloak. C'est un serveur d'authentification compatible OpenID Connect. Keycloak peut être remplacé par tout autre identity provider compatible, comme Okta ou Azure AD, selon vos besoins. Quelques mots par rapport à la sécurité. Les communications entre les nœuds sont sécurisées par TLS. Le réseau de Carovale est chiffré pour garantir la confidélité des échanges. Toutes images utilisées sont disponibles sur le Carab et conçues pour respecter les bonnes pratiques de sécurité. Avant de lancer le déploiement, nous devons configurer l'inventaire Ansible. Voilà l'inventaire Ansible. Il faudrait remplir les IP de votre machine virtuelle et aussi tous les cas, notamment les noms de storage que vous allez utiliser. Dans cette démo d'aujourd'hui, je vais nommer mes storage Asimov, Barjavel et Zamiatin respectivement. Les images de Docker seront déjà remplies dans cet inventaire. Si on a rempli ce fichier, on peut procéder au déploiement. Le déploiement va dérouler avec une seule commande. Donc, cette commande va déployer le service sur les machines virtuelles. Il va copier les configurations. Il va récupérer les images Docker pour les bonnes machines. Et voilà, on est en train de déployer le service Docker.
Très bien. On va déployer Keycloak également. Ça prend quelques secondes pour rétablir. On va attendre. Et si tout se passe bien, on va pouvoir configurer cette Keycloak rapidement. Et voilà, notre application est prête. À la fin de cette session, mon collègue Clément prend le relais pour vous présenter en détail l'application Casmat que nous venons de déployer en ligne. Il abordera ses fonctionnalités, son interface utilisateur et le cas d'usage. Merci Patricia pour ce déploiement et je prends la main pour une démonstration et une explication de l'utilisation de Casmat. Donc je commence par partager mon écran puisque nous allons passer par l'interface web de Casmat, à savoir qu'il est aussi possible de l'utiliser via son API. Donc la première étape consiste à se loguer sur Casmat via l'interface ici de Keycloak, mais tout ID provider compatible au IDC est aussi utilisable. Donc nous arrivons sur l'interface web à proprement parler, où nous découvrons ici les 3 serveurs de stockage qui viennent d'être déployés, ainsi que d'autres sections dont on parlera tout à l'heure. Alors, je veux protéger un fichier, donc la première étape consiste à choisir les serveurs de stockage sur lesquels seront déposés les différents fragments de mon fichier. La deuxième étape est de choisir le threshold, le seuil de reconstruction, c'est-à-dire le nombre de serveurs de stockage minimal requis pour reconstruire mon fichier. Ici, j'ai le choix entre 2 ou 3, mais bien sûr, si on a plus de serveurs de stockage, alors on peut choisir un seuil plus grand. Ici, je choisis 2. Et enfin, je choisis mon fichier, ici une image de Héron pour l'exemple. Donc, je viens de distribuer mon fichier. Que vient-il de se passer? Mon fichier a été transmis à un serveur qu'on appelle le serveur de proxy, qui, via le protocole de partage de secrets de Shamir, donc qui est un protocole polynomial encore fini, va produire des fragments du fichier et les distribuer sur les différents serveurs de stockage. Ces fragments sont tels qu'ils nous donnent une première propriété de sécurité, qui est que si un attaquant récupère des fragments sur des fichiers, tant qu'il est en dessous du seuil, ici un seuil de 2, alors il ne peut pas récupérer un seul bit d'information sur le fichier, et ce, indépendamment de sa puissance de calcul. La deuxième propriété de sécurité va avec la reconstruction, qui utilise l'algorithme donc d'interpolation de Lagrange, toujours encore fini, qui nous dit que si on a un des serveurs de stockage qui n'est pas disponible, nous pouvons toujours faire cette interpolation, c'est-à-dire reconstruire notre fichier, puisque nous avons choisi un seuil de 2, et donc il nous suffit de 2 serveurs de stockage disponibles, n'importe lesquels, pour reconstruire notre fichier. Donc ici, je demande à reconstruire mon fichier, et donc on peut voir cette fameuse image de Héron qui nous a servi pour l'exemple. Voilà, c'est tout pour la démonstration, et je passe la main. Merci. Alors, si on revient maintenant à l'essentiel, qu'on regarde ce que ça change concrètement pour un CTO, c'est finalement assez structurant. D'abord, la fin de la gestion de clés, comme étant le centre de gravité de la sécurité. Plus de KMS à maintenir, pas de rotation permanente, plus de dette cryptographique qui ne fait que s'accumuler. Ensuite, une réduction du risque structurel. La donnée n'est plus protégée par un secret unique à protéger, elle est fragmentée. Et ces fragments isolés ne peuvent être exploités seuls, ce qui introduit une tolérance native à la compromission. Un fragment exposé ne signifie pas qu'une donnée est compromise. Et enfin, l'accès devient maîtrisé et non plus dépendant du temps. On sait que les données à rest sont de plus en plus exposées avec le temps qui passe. Ici, tant que le seuil n'est pas atteint, rien n'est lisible, et ce, quel que soit le temps qui passe. Et c'est uniquement lorsque les conditions sont réunies que la donnée redevient accessible de manière contrôlée. Ce n'est donc pas simplement une amélioration incrémentale, c'est une manière différente de penser la sécurité des données, plus simple à opérer, plus résiliente par design et plus soutenable dans le temps. Et si ces enjeux résonnent avec les problématiques actuelles, nous serons ravis d'échanger et d'aller plus loin avec vous.